ça me fait sourire quand on parle d'ingérence russe, parce que ça arrange nos élites politiques. Surtout, ça évite le dialogue, ça évite la vraie discussion et ça évite de dire la vérité aux Français. Tous nos hommes politiques, ou la plupart, ont participé au programme Young Leaders of the World, jeunes leaders du monde, donc qui est parrainé par la CIA. C'est le cas de François Hollande, c'est le cas de Nicolas Sarkozy, c'est le cas de la plupart de nos ministres, et c'est le cas, je crois, de notre dirigeant actuel. Tout ça est vérifiable, puisque les lauréats, en fait, sont disponibles sur le site de la French American Foundation. Donc tout ça est parfaitement transparent. Et quand je vois certains responsables, ministres européens ou ministres des Affaires étrangères ou vice-ministres au sein de l'Europe, dire que la Russie a une ingérence, eh bien, certains, que je ne vais pas nommer, mais vous saurez de qui je parle, ont été employés par des fondations américaines pendant des années. Moi, tu parlais tantôt de Kuzma, là, le fameux accord de libre-échange. Pourquoi que Trump, il attend pas que ce soit fini, puis il le respecte pas, puis il le déchire? Puis là, t'écoutes encore une fois l'ambassadeur américain, puis tu te rends compte que les crottés qui respectent pas Kuzma, c'est nous autres. Ils disent que nous autres, Kuzma, on l'a respecté depuis le début, puis les Canadiens n'arrêtent pas de passer à côté pour mettre des tarifs, puis justement protéger leur vieux système de chasse gardée avec des dinosaures comme la gestion de l'offre qu'on faut pas remettre ça, des vaches sacrées, hein, faut pas remettre ça en question. Non. Puis faut pas rendre nos entreprises productives, alors on va les garder dans leur état de léthargie, puis on va les garder improductives. On va les subventionner pour les encourager à ne pas être productives. C'est ça. Puis parce que vu qu'ils ont de la misère, on va leur donner de l'argent comme si ça allait régler le problème. Alors que tout ce que ça fait qu'ils ne s'adaptent pas, puis quand la subvention arrête, ils sont obligés de soit demander une nouvelle subvention. Oui, mais c'est pratique pour le gouvernement d'avoir des entreprises qui sont obligées à elles. Ça fait des personnes très dociles. Entreprises, des médias, et fonctionnaires, et employés de l'État, et employés de sociétés d'État, parce que c'est ça que je te disais tantôt, là. Souvent, là, quand on dit le pourcentage d'employés de gouvernement, on va même pas dans les sociétés d'État comme l'Auto-Québec, puis Hydro-Québec, on considère pas que c'est des employés du public, alors que c'est des employés du public. Il reste pas beaucoup de monde pour pousser la charrette, là, puis il commence à avoir beaucoup de monde dans la charrette. Et ça, ce n'est pas viable. Puis on essaie de faire croire aux enfants que c'est pour un paquet d'autres raisons, mais malheureusement, non. C'est nous autres qui gèrent tout croche, c'est nous autres qui est pas bon. Puis actuellement, c'est pas les Américains le problème, c'est les leaders canadiens qui ne font pas les concessions nécessaires, puis qui n'admettent pas les choses qu'on fait qu'on ne devrait pas faire, parce que c'est qui tu penses qui triche sur Kuzma? C'est pas toi, c'est pas moi, c'est pas le citoyen canadien là, qui est tout croche, là. Puis qui met le système à son avantage, puis qui profite des Américains, parce que les Américains se laissaient manger à laine sur le dos, puis ils disaient jamais rien, parce que pour eux, c'était pas important. Et là, les Américains, ils ont commencé à manquer d'argent, puis là, ils en ont besoin de l'argent, parce qu'ils ont la Chine, l'autre bord, qui est en train de les rattraper, puis là, ils sont en mode, OK, on se réveille. Puis eux autres vont mettre l'huile au coude, puis l'épaule à la main, puis ils vont foncer, puis leur économie va exploser. Puis nous, on est encore 10 ans en retard dans un système désuet à se plaindre que c'est de la faute des autres. On va être laissé dans la poussière, puis écoute, j'aime pas me péter les bretelles, là, mais quand j'avais parti le Parti 51, la première affaire que j'ai dit, c'est de dire, écoutez, ça s'en vient que vous le voulez ou non. Et si on ne le fait pas sous nos termes, on va se faire acheter à rabais par les Américains. On va mettre le Canada en faillite, puis ils vont nous acheter beau, bon, pas cher. Et je te le redis aujourd'hui, seulement, c'est là qu'on s'en va. Extraordinaire, puis on l'écoute, puis on en parle après. D'accord. In fact, did you see that Hillary Clinton yesterday said that if you got this deal done and not capitulate to Putin, that she would nominate you for the Nobel Peace Prize? If President Trump were the architect of that, I'd nominate him for a Nobel Peace Prize. Well, that was very nice. I may have to start liking her again. Je l'avais pas vu ça. Fait que le journaliste, il dit à Trump, avez-vous entendu Hillary Clinton qui a dit que si Monsieur Trump vous réussissez à rétablir la paix, je sais plus exactement ce qu'il a dit, elle serait prête à vous nominer pour un prix Nobel de la paix. Puis là, il dit, coudonc, il va peut-être falloir que je recommence à l'aimer, finalement. Hillary, probablement aussi, qu'elle sent la soupe chaude. Fait que là, elle va flatter Trump, elle va commencer à flatter Trump du bon bord. Vous trouvez pas ça louche que Trump commence à être, tu sais, il était supposé être contre l'État profond,
nettoyer le marais, mais là, finalement, tout l'État profond, puis le marais commence à l'aimer. C'est pas un peu louche, ça? Moi, je suis pas sûr qu'ils commencent à l'aimer, mais ils sont en train de capituler tranquillement. Non. Peut-être. Hey, je te dis que vous croyez au Père Noël quand vous pensez que l'État profond est en train de capituler, là. On sait pas. On sait pas. Ah, je vous trouve tellement cute. Vous êtes cute. Genre, vous êtes mignons, on est petits minous. S'il y a bien une chose pour laquelle il faut sortir maintenant, c'est qu'il y a des gosses qui meurent affamés et qui meurent sous les bombes impunément. C'est-à-dire, si ça te révolte pas plus que tout le reste, nous, on vit dans un système qui est anxieux, qui nous met, mais les gars, on n'est pas à Gaza quand même. Je dis, si t'as de l'humanité, d'un universalisme, quand tu vois Gaza ou d'autres pays comme ça qui sont complètement massacrés, déjà, ça devrait te faire péter les plombs. Eh ben, ces gens-là, ils l'ont fait. Je sais pas si tu vas partager l'écran, Richard. Ouais, c'est où? Je l'ai mis en bas, là, tu vois, c'est un truc blanc, là. Et regardez ce qu'il y a écrit. Ah ouais. Alors, déjà, vous allez voir que le discours n'est pas du tout un discours des gens du peuple. Donc là, moi, par exemple, je sais lire ça parce que je vous ai dit, de mes 16 ans jusqu'à mes 30 ans, j'ai côtoyé tout ce qui était les Verts, les écologistes, tout le monde. Tous ces gens attaquent et tout ça. Donc, je connais leur langage. Donc déjà, le peuple, il dit pas contre leur austérité, pour la justice. Ça, c'est tous les trucs là de syndicats, etc. Mais passons un peu. Bayrou veut supprimer 2 jours fériés. 211 milliards par an donnés aux grosses entreprises et sans contrepartie. Donc là, vous avez tout le discours classique des syndicats, des partis de gauche. Dédoublement du budget de la guerre depuis 2017 sur le premier poste de dépense de l'État. 500 familles possèdent 44% du PIB. Alors ça, c'est super intéressant. Là, on commence à voir enfin des gens qui disent des choses. Au budget Bayrou, véritable guerre sociale. Guerre sociale, c'est le langage de tous ceux qui sont pas le peuple, quoi. À la loi du plomb, parce que c'est pas fini. Au génocide de Gaza. Alors ça, j'ai aimé. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 choses qui caractérisent ce mouvement comme quoi il y a des bonnes choses dedans. Donc leur discours un petit peu syndicaliste et tout ça, bon ça, on a l'habitude, ça sert à rien. Mais le fait qu'ils parlent de 500 familles qui possèdent 44% du PIB ou du génocide de Gaza, ça m'a fait dire que il y a à l'intérieur de ces gens, en tout cas, des gens qui ont notre sensibilité. Et donc, qui pourraient, peut-être à la longue, avoir une bonne emprise aussi sur le mouvement. Et donc, à la rigueur, je peux retrouver un peu d'espoir dans le fait que si dans un tract, on parle de Gaza ou on parle des familles qui possèdent le budget, ça peut être pas mal. Donc ça, c'est l'appel qui est fait. Et donc, il est relayé par Indignons-nous. Indignons-nous, donc c'est un mouvement qui existe, je crois notamment par rapport à Stéphane Eiffel qui avait fait un livre qui s'appelait Indignez-vous. Et donc ça, c'est l'appel. Et donc dans cet appel, vous voyez bien que, bon, vous voyez bien qu'il y a à boire et à manger dedans. Alors juste pour ceux qui diraient Abdel c'est un gaucho, depuis qu'ils ont fait les lois wokisme et tout, j'ai toujours appelé à voter contre eux. C'est-à-dire je les ai toujours fustigés. Donc moi, j'étais un mec de gauche dans l'âme, c'est-à-dire aider les gens, partager les richesses, je le suis encore. Mais par contre, tout ce qui est la gauche française ou tout ce qui a trait à la gauche française, évidemment, j'y suis plus parce que ce sont des gens, des anti-dieux, et ce sont des gens qui veulent nous faire vivre dans un système qui est complètement wokiste, etc. Donc, je le suis pas. Donc, ne voyez pas dans ma posture un gauchiste, comme j'entends souvent. Pas du tout. Par contre, je sais reconnaître que ce que dit Mélenchon, le fait de bloquer les usines, de faire des grèves générales, c'est la chose la plus concrète pour atteindre ces gens-là. C'est-à-dire que si les gens ne vont plus travailler et si les gens bloquent leurs usines, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'histoire. C'est-à-dire que alors moi, perso, je suis pas trop d'accord là-dessus. Et je vais bien rentrer dans le sujet. Je veux dire, si on te parle des hôpitaux, si tu fais grève dans les hôpitaux, ça emmerde qui de nouveau? Ça emmerde le citoyen. Pourquoi vous n'allez pas devant les gens qui nous emmerdent réellement alors? Vous avez les adresses des hommes politiques, vous avez les adresses de toutes ces personnes-là, mais allez devant, allez leur faire peur réellement. Montrez que vous êtes nombreux devant chez eux en leur disant « Écoutez, nous on sait que vous êtes là ». Parce que le problème, c'est que tu punis qui? Alors, les bus vont être arrêtés. Nos élèves n'iront pas à l'école. Ils vont rater leurs examens, leur rentrée, etc. C'est bien. Mais c'est qui est puni au départ? C'est toujours le peuple. Donc, à un moment donné, il faut pouvoir
aller toucher là où ça fait mal. Et c'est pas à se faire mal. Moi, je suis désolée, hein, moi, je me flagelle pas, là. J'en ai plein le cul à me flageller. On n'a déjà pas de possibilité financière. On n'a pas ceci, on n'a pas cela, on n'a pas cela. Et on va encore se punir encore plus? Ben non, je suis désolée. Moi, je serais du principe, on débarque devant ces gens-là, puisqu'on a les adresses, on connaît tous les endroits où ils sont. Et là, on va leur faire peur. Et vous savez quoi? Il y a tellement d'adresses où on peut aller débarquer que la police, elle pourra pas être partout, hein. On a réveillé Anne. Le bagnole. Allez, là. Et on a réveillé Anne. Oh, elle a quitté la lutte, elle a quitté la caravane. Et Abdel, tu sais, je veux dire, la colère peut être juste. Moi, je suis désolée. La colère peut être juste et peut être un moteur. Mais ne nous punissons pas. C'est ça que je dis. Nous célébrons, nous. Mais allons leur foutre le bordel. Allez, va casser leur bagnole, oui. Va casser peut-être leurs avions, tout ce qui est matériel qui les fait chier eux, mais pas qui fait chier nos enfants, qui fait chier les petites vieilles qui doivent aller faire leurs courses et qui ne pourront pas aller chercher leur médoc parce que les pharmacies seront fermées. Là, je suis pas d'accord, tu vois, parce qu'on se punit, tu comprends? Alors que si tu vas directement chez les personnes concernées, eh ben ça ne les emmerde que, c'est tout. Alors là, Richard, normalement, tu dois dire, c'est pas. Je me dissocie et je ne participe pas à ces propos de. Eh ben, je m'en fous. En fait, au point où j'en suis. Écoute, en Belgique, mais lui, il peut avoir des problèmes. Et c'est vrai ce que je dis. Moi, j'ai eu plein dans mon dossier, ils m'ont mis plein de trucs comme ça. Non, mais. Eh ben voilà, mais écoute, tiens, alors, écoute, maintenant, on est en guerre. On est bien d'accord. On est en guerre, mais il faut arrêter de se punir soi-même. C'est pas nous qui devons nous punir. Je vais te dire un truc. Moi, j'ai 3 procès à la rentrée au pénal. Comment des gens vont organiser le bordel dans les quartiers? Comment ils vont avoir des papiers de préfecture? Comment ils vont se faire fournir en armes? Et comment ces gens-là vont fournir des armes à Koulibaly? Et comment ces gens-là vont travailler pour le système de l'État? Ça, c'est pour dire qu'en sous-main, quand vous voyez les quartiers, vous dites c'est racaille, tout ça. Eh bien, vous allez voir que l'État, vous allez voir que les gens du FN ou de ce qu'on appelait l'extrême droite, pendant des années, ils vont œuvrer pour ça. Et là, je vais vous renvoyer à quelque chose de terrifiant. Et alors, si tu veux bien… Il faut simplement faire attention aux droits. Parce qu'à chaque fois que je mets, comme tu le sais, et Jim m'a mis en garde, si je mets quelque chose sur lequel je n'ai pas les droits, sur YouTube, ça saute. L'émission, elle saute tout de suite. Hein. Oui, maintenant, il t'enlève juste le petit passage. C'est ça qui est bien. Il t'enlève le passage où ça saute. Ouais. Alors moi, je le mets tout le temps, ça ne saute pas. Donc, toi, je vais voir. Je vais vous montrer 2 choses. La première, on est au Bataclan. Vous avez déjà, ils sont en train de tuer tout le monde. Vous avez 36 gendarmes qui arrivent, qui surveillent le domicile de Manuel Valls. Pardon, ils étaient 26. Ils vont se mettre en 2 colonnes. Ils ont des FAMAS, ils ont tout ce qu'il faut. Ils vont rentrer au Bataclan. Ils vont sortir une otage. Ils sont là, ils sont prêts. Ils peuvent arrêter la tuerie 3 minutes, chrono en main. Quel est l'ordre qu'on leur a donné? Sortez. Sortez. Ah ouais. Vous avez Sentinelle qui est là, on lui dit de ne pas intervenir. Vous avez le GIGN qui est là, on lui dit de ne pas intervenir. Ils vont attendre 2h18 que la BRI arrive pour qu'ils interviennent. Donc là, par exemple, on voit ce que c'est que les attentats sous faux drapeau. Comment ils vont laisser faire, ils vont organiser des tueries de masse dans lesquelles ils ne seront jamais inquiétés, puisque vous allez voir que dans le procès, ni Manuel Valls, ni Le Drian, ni Hollande ne vont être inquiétés. Merci la justice. Merci la justice en laquelle vous croyez et que vous acceptez qu'elle ait une influence sur vous. C'est ça que je dis. C'est là que je dis qu'il y a un problème. C'est qu'à un moment donné, quand c'est illégitime, c'est illégitime. C'est tout. Alors, je te mets le partage. Donc, j'ai 2 petits trucs, mais ça a duré 1 minute chacun. C'est juste pour qu'on commence à entamer l'idée du GIS. Donc, le GIS, c'est un bon mouvement, des gens qui veulent bouger. Et là, on va voir s'ils vont réussir à faire comme ils font d'habitude. Alors, je mets là, c'est ça, je mets ça. Vas-y. Donc là, RT qui nous fait un super condensé de 2 minutes sur le Bataclan. Tu me dis s'il y a le son, tu me fais ça, Richard, s'il y a le son. Il faut moins de 10 minutes avec voiture pour rejoindre le Bataclan, situé à un peu plus d'1 kilomètre du domicile du Premier ministre. Une fois mis au courant, les gendarmes sont immédiatement intervenus sur place, comme l'explique maître Jean Sagnier, avocat de Cédric Gomet. Le commentaire, enlève-le s'il te plaît. Il s'avère que ce soir-là, il y avait à proximité du Bataclan un escadron de gendarmerie qui était affecté à la surveillance du domicile personnel de Manuel Valls. Cet escadron de gendarmerie va immédiatement être alerté, va se déplacer sur place équipé de FAMAS. Il va intervenir, il va rentrer dans le Bataclan, il va en extraire un otage, une femme.
il va pouvoir, grâce à cet otage, être en relation avec d'autres otages à l'intérieur. Seulement, cet équipage, cet escadron de gendarmerie, ces 26 hommes, vont recevoir un ordre très curieux. On va leur dire de sortir et de cesser d'intervenir. Écoutez la suite, encore pire. Le soir de l'attaque, c'est connu, un policier de la BAC armé d'un simple pistolet et de son seul courage a fait irruption dans le Bataclan et a abattu un des terroristes avant de devoir se replier, faute d'armement. Ce serait donc au cours des 2h18 qui se sont écoulées entre cette première fusillade et l'assaut final de la BRI que les gendarmes affectés à la protection de Manuel Valls seraient intervenus avant de repartir sur ordre. Mais ce n'est pas tout. Les hommes du GIGN, eux aussi sur place, auraient reçu l'ordre de ne pas intervenir. Tu vois, Anne, tu as le GIGN, tu as Sentinelle, tu as tout le monde qui peut arrêter la tuerie, ils laissent. Donc ça, c'était le premier truc. Et là, le deuxième que je vais te montrer, c'est un rapport avec le 10, c'est au début, dans les quartiers, nous, on ne savait pas qu'il y avait tout ça. Et vous allez voir le lien qu'il y a entre l'extrême droite, l'État et le bordel qu'ils ont organisé. Et puis là, vous allez rire quand vous entendez l'extrême droite pendant des années nous dire qu'ils en avaient marre du bordel. Donc là, je vais vous parler de Claude Herman. Claude Herman, c'est le mec qui va fournir les armes à Koulibaly, qui va faire la tuerie de Charlie Hebdo et de l'hypercachère. Regardez qui est Claude Herman. Il va être pris en reportage des années avant. Et regardez, reportage que vous connaissez tous, pièce à conviction. Écoute ce qu'il va te dire là. Mission spéciale en région parisienne. C'était lors de l'hiver 97. Claude Herman est envoyé par le service d'ordre du Front National dans le quartier chaud de Beauval à Meaux. Donc voilà où j'ai traîné le plus clair de mon temps autour du centre commercial afin de glaner le maximum de renseignements pour savoir qui, quand, comment, pourquoi, quels étaient les jeunes de banlieue qui foutaient la merde, quelles étaient les bandes les plus renommées. Donc voilà, nous sommes arrivés. J'allais dans les bars, je me rencontrais des commerçants, je buvais un petit café tranquillement, je me mélangeais à la populace, je discutais avec... Alors lui s'appelle Claude Herman, il a 30 ans de service de protection de l'extrême droite, donc Front National, etc. C'est un agent de la DGSI, c'est un agent de la gendarmerie, de la police, donc il est connu. C'est lui qui va donner les armes à Koulibaly. Donc déjà, très étonnant, un facho qui donne des armes à un noir pour aller faire des tueries de Français. Donc déjà, tu vois la scène. Et ce mec-là, pendant 30 ans dans les quartiers, il allait foutre le bordel. Donc là, vous allez écouter, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va lui fournir des armes, des pièces avec des tampons de la préfecture, et tout ça dans des cellules opaques du service d'ordre du Front National avec des services de l'État. Et ça, c'est ce que va révéler ce pièce à conviction. Les Français qui voulaient bien, on engageait des conversations et au bout de 2-3 verres, les gens parlent, quoi. Les gens aiment leur cité, les gens parlent de leur cité, donc c'était vraiment un souci. Claude Herman mémorise les informations et c'est à un certain Alexandre, responsable départemental du service d'ordre, qu'il remet ses notes. Concrètement, ça veut dire tout ça, c'est se mettre en plan, que surveiller, noter, que c'est une véritable mission d'infiltration de l'enseignement, oui. Cette véritable mission policière répond à un objectif politique. C'est en tout cas ce qu'a révélé Claude Herman en juin dernier dans les colonnes de Libération. Inciter les jeunes à la rébellion. Inciter les jeunes à la rébellion. Et là, vous allez aller au final, donc je vous amène, c'est un documentaire de 13 minutes, je vous amène au final, c'est comment ils récupèrent des sous. Donc ils ont un système ils s'appellent dans des cabines téléphoniques, ils vont dans des hôtels, comme vous le voyez là, et en bas de l'hôtel, il va retrouver des enveloppes avec des armes, avec des papiers de préfecture. Une enveloppe. Nous avons donc... À l'intérieur de l'enveloppe, les faux papiers sur lesquels ont été apposées les photos de Herman. Plastique préfectoral, ainsi de suite. Donc vous voyez, il n'y a pas de souci. Enfin, il y a aussi un pistolet automatique de calibre 6. Bon, je m'en arrête là parce que c'est quelque chose pour laquelle, par exemple, on m'a reproché dans mon expulsion, c'est que on a tellement étudié les attentats et toutes les conneries qu'il y a autour de tout ça que quand on vous fait un briefing de tout ce qui s'est passé, preuve à l'appui, vous retrouvez déjà le Mossad. C'est-à-dire que ce soit dans le 11 septembre, ils se font arrêter, ils se font emprisonner. On a des grands reporters comme Éric Laurent qui va passer chez comment il s'appelle, Ardisson, qui va révéler toutes ces histoires, journaux de presse à l'appui. Donc, tu as le Mossad qui est sur un toit en train de faire des selfies, de sauter de joie pendant que le 11 septembre, les tours sont en train de tomber. Donc déjà ça, tu te dis, mais pourquoi ils sautent de joie? Des agents du Mossad. C'est quoi ce bordel? En France, ici, tu vas retrouver Claude Herman. Donc déjà, tu retrouves un système opaque pendant 30 ans où ils peuvent se livrer des armes, ils vont déstabiliser des quartiers. Et là, vous commencez à comprendre ce que nous, on a peur du 10, c'est ce qu'on a peur de tous les mouvements.
c'est que dès qu'il y a quelque chose qui se met en place et dès qu'il y a quelque chose qui peut faire peur au système, vous avez des tas d'agents qui vont y aller. Je rappelle que le 10 septembre, Emmanuel Macron doit reconnaître la Palestine. Le 10 septembre, c'est le jour où commence le mouvement. Tiens donc. Et vous avez Netanyahou qui a dit que s'ils reconnaissaient le mouvement, ils vont foutre le bordel en France, image à l'appui. Il parle même de ça. Il dit s'il y a des attentats en France, donc ça c'est un bras droit de Netanyahou qui dit si vous avez des attentats, il est en France, si vous avez des attentats en France et tout, il ne faudra pas pleurer. Donc à un moment donné,